Bonjour à tous, on est avec Brian pour discuter un peu simplement des dernières news sur le MMA, les sujets qui nous intéressent, enfin MMA et en dehors, parce que la première chose dont on va parler, c'est pas immédiatement le MMA. Tout d'abord, Brian, comment est-ce que tu vas? En forme, très bien. Toi, tu vas bien? La, ouais, la forme comme d'habitude, euh, le petit café, comme d'habitude aussi presque, sauf quand on enregistre le soir. Donc ici, on a plusieurs sujets à aborder qui font un peu le buzz, ou en tout cas qui font parler, et je trouve ça toujours intéressant d'avoir ton opinion dessus, et puis de pouvoir aussi exprimer le mien en même temps. Donc le premier sujet qu'on va aborder, c'est évidemment la grosse annonce qu'il y a eu lieu hier. Le prochain combat de Jake Paul en boxe anglaise face à quelqu'un qu'on connaît très bien du monde du MMA, Nate Diaz. Moi personnellement, je trouve que encore une fois, d'un point de vue business, d'un point de vue marketing, très intelligent de la part de Jake Paul. Toi, quand tu as vu l'annonce, quelles ont été tes premières réflexions? Bon, moi, je t'avoue que de la même manière, moi, j'ai vu surtout l'aspect business. Je trouvais que c'était un bon coup pour les deux. Mais donc, Mhm. je trouve ça bien, quoi, pour les deux gars. Mm. Ouais, c'est moi ce que j'aime bien avec ça, c'est parce que c'est fort critiqué. Les gens aiment bien avoir la critique facile sur Jake Paul et tout ce qui s'ensuit. Moi, je pense que c'est d'une part, ça montre un peu la direction que prend le sport. Yeah. Aujourd'hui, on doit faire face à la réalité que le marketing, le fait de se créer une image, de travailler son branding, de se considérer comme une entreprise au final, est absolument primordial pour avancer. Parce qu'au Yeah. final, voilà, beaucoup de combattants combattent parce qu'ils aiment bien le sport, parce qu'ils aiment bien combattre, ils aiment bien se challenger. Mais au final, je pense que la plupart des humains ont toujours cet aspect financier dans un coin de leur tête et c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, pour maximiser les chances d'avoir de belles primes, il faut non seulement performer dans la cage ou sur le ring, mais aussi savoir se Mhm. vendre en dehors. Et je pense que Jake Paul est vraiment quelqu'un qui est en train de prouver cette importance. Et alors le deuxième point que j'aime bien aussi avec Jake Paul, qu'on oublie très vite, c'est qu'il rapporte un public neuf au sport Yeah. de combat qu'on doit intégrer, qu'on se doit de, voilà, lui, c'est pas spécialement les combats les plus techniquement beaux qu'il va offrir sur la carte, mais comme il y a un regard nouveau sur ses combats à lui, c'est important que les combats en dehors et que tous les vrais fans de sport de combat puissent montrer la beauté en fait du sport pour recruter des nouveaux fans tout simplement. Donc toi, on va peut-être commencer sur voilà, où est-ce que tu places le marketing aujourd'hui dans une carrière sportive? Euh, avant de placer le marketing dans une carrière sportive, je pense que là, on parlait qu'il y avait des critiques. Je pense qu'on doit Mhm. bien être capable de différencier en tant que fan et en tant que public un combat avec un enjeu sportif où on va regarder vraiment les performances, les compétences, et un combat qui est vraiment de l'ordre du entertainment, du Divertissement. divertissement. Mhm. Et en tout cas, sur ce combat-là, moi, ça va me divertir. Je vais pas avoir d'attente sportive vis-à-vis des deux, entre guillemets. Même sur Jack Paul, enfin, je m'en fiche en soi. Je vais pas attendre de le voir faire des techniques qui vont m'intéresser, ou ce genre de choses. Et je pense que ça, c'est déjà, ça permet d'un petit peu euh, pas enlever les critiques, mais de mieux comprendre les attentes de tout à chacun. Et je pense qu'il faut pas mélanger. Donc moi, c'est une annonce qui me plaît, mais pour du divertissement. Ouais. J'aime bien ce que tu dis parce que ça nous permet de rebondir sur quelque chose qu'on a déjà discuté, je pense, hors antenne il y a quelques temps. C'était John Danaher qui avait dit ça sur le podcast de Joe Rogan. Mhm. Il avait dit qu'il existait trois types de fans, ou en tout cas trois façons d'apprécier un combat. Donc il y a la partie stratégique, sur laquelle Oui, toi et moi on se rejoint amplement. Il y a la partie violence, donc tout ce qui est highlight, KO, etc., qui, ok. à mon avis, regroupe la plus grande partie du public. Et la troisième partie qui est la partie histoire, drama, divertissement. Mhm. Et donc c'est vraiment dans ces premières... Enfin, chaque combat regroupe un pourcentage de ces trois Exactement. catégories. Ici avec Jake Paul, clairement la partie technique stratégique, elle est présente. C'est quelqu'un Oui. qui, selon moi, bosse très bien. Mhm. Sur le peu de temps qu'il s'est entraîné, il propose une chouette boxe. Mais voilà, c'est clairement, tu vois, on va pas comparer ça à Gervonta Davis par exemple Ouais, qui combat ce week-end, hein, si j'ai pas de bêtises. Il y a une grosse partie histoire drama et puis il y a une potentielle petite partie violence comme il a pu le faire face à oui. Tyron Woodley. Au final, il nous a offert un KO highlight aussi. Et donc, je trouve ça intéressant de pouvoir rebondir là-dessus. Donc, Mais comme tu le dis,
positionnes comme fan de divertissement quand tu vas aborder ce combat. Et il faut, voilà, je pense que le fait d'être fan d'un combat pour du divertissement, ça ne veut pas dire qu'à un autre combat, tu vas pas être fan de l'aspect sportif. On peut se Mhm. permettre, on n'est pas obligé d'être sérieux tout le temps en disant, ah, c'est pas du sport, ah, ci, ah, ça. On peut se dire, ah, c'est cool, je vais me marrer en regardant ce combat-là, euh, sans aucun souci. Et puis avoir des combats qui nous intéressent un peu sur le plan sportif, beaucoup sur les personnalités des combattants. On est fan de, non pas du style du combattant, mais de ce qu'il représente, tu vois. Et ça, Mhm. je pense que c'est sain de s'autoriser ça, en tout cas. Ouais, je pense aussi. Et puis au final, je vais prendre l'exemple du dernier combat de Jake Paul contre Tommy Fury. C'était eux le main event, mais au Mhm. final, d'un point de vue sportif, le co-main event était vraiment intéressant. Ça a permis à beaucoup de gens de Mhm. découvrir Badou Jack, qui nous avait impressionné dans son combat pour le titre. Et donc, c'est ça aussi qu'il y a de chouette, c'est que au sein d'une même carte, au sein d'une Et- même soirée, tu peux mélanger le côté divertissement avec le côté sportif, avec le côté violence, avec le côté stratégique. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du combat. On dit toujours le MMA, c'est quelque chose de complet, la boxe aussi. Bah là, on peut créer quelque chose de complet sur Yeah. base des attractions, des préférences de tous les types de fans. Et donc, ça nous permet aussi de faire le lien avec l'importance marketing, parce que là, tu Yeah. viens de souligner quelque chose d'important, c'est euh, tu peux créer en tant que combattant, tu peux créer une attache émotionnelle avec tes fans, et tu Yeah. sais on sait très bien que c'est l'émotionnel qui drive, qui dirige vraiment nos décisions, nos préférences et tout ce qui s'ensuit. Yeah. Et donc il y a ce côté, certaines personnes vont préférer créer un personnage comme Colby Covington pour se faire apprécier ou détester, mais dans tous les cas ça Yeah. vend. Et puis il y a des personnes qui préfèrent mettre en avant leur naturel sur les réseaux, mais dans tous les cas c'est important de ne pas être trop discret sur les réseaux, justement pour créer cet engouement sur l'aspect histoire du combat. Ouais, ouais, tout à fait. Et je pense, j'y pensais notamment avec Belal Mohamed, là, qui vend très peu, ou même celui qui combat Oliveira Ben Dariush. Darius, Pour ouais. moi, ce sont des. Alors, euh, Belal peut-être fait un peu plus d'efforts sur le personnage, mais c'est des Mhm. combattants qui viennent pour l'aspect 100% sportif, qui sont appréciés surtout pour leur mérite sportif, qui vendent peu, ils le savent. Et effectivement, ça peut retarder un petit peu des opportunités de carrière, clairement. Clairement. Grave. Après des fois, c'est un petit peu lié aussi avec est-ce qu'ils sont à l'aise avec ce jeu-là? Est-ce que ça fait partie de leur personnalité? Mais cependant, je pense que c'est important de ne pas critiquer ou de ne pas, comment dire ça, dénigrer ceux qui font l'effort du marketing. Mhm. J'ai pu voir, comment il s'appelle, dernièrement avec Shimaev, où les gens disent Mhm. qu'il n'est pas méritant d'avoir sa place, il n'a pas affronté de gros niveau, le seul step-up, le gros step-up qu'il a eu, c'était Burns, etc. Euh, c'est un travail de se mettre en avant, de prendre des risques, de dire je suis le meilleur, etc. C'est énormément de pression, c'est énormément de choses pour vendre, pour créer de l'intérêt. Et ce travail-là, il doit être récompensé. Cette prise de risque, Bien sûr. elle doit être récompensée. Et donc, je pense qu'on doit aussi accepter ça. Donc, moi, je peux. Ouais. On avait ce truc-là sur Twitter où moi je disais que je voulais voir un combat. J'aurais voulu que Khamzat reste dans sa KT. Quelqu'un disait, ouais, ça aurait été bien Belal. Je suis entièrement d'accord sur l'aspect sportif. Belal mérite plus. Khamzat mérite peut-être, ouais, mérite tout autant parce qu'il a fait ce travail aussi à côté. Et donc, les deux me plaisaient Ouais. mieux en soi. Voilà. Ouais, bah c'est exactement ça. Moi, je te rejoins. C'est vrai que aujourd'hui, la raison pour laquelle le MMA est autant développé, c'est parce que l'UFC a créé cette ligue sportive, mais l'a considérée comme un business. Et donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc tu peux obtenir ton title shot uniquement sur l'aspect sportifs, comme Belal Mohamed, comme de nombreux par le passé, John Fitch, qui avait besoin de beaucoup de victoires avant d'obtenir un title shot parce qu'il était très discret sur les réseaux. Mais voilà, les réseaux, c'est un boost aujourd'hui. Et moi, je trouve pas ça totalement anormal. Alors, de temps en temps, l'UFC va dans l'exagération sur base de leur choix. Ils mettent peut-être un tout petit peu trop d'importance sur l'aspect hors cage. Mais au final, c'est extrêmement rare qu'on ait des title shots qui ne soient pas mérités. Je pense que l'exemple qui saute aux yeux, c'est tout le monde qui avait critiqué Conor McGregor pour avoir dépassé dans la file beaucoup de gens.
mais au final, il a prouvé qu'il avait aussi le mérite sportif derrière et l'UFC s'en était rendu compte. Euh, et, ouais, et donc, et Shimaev aussi. C'est une leçon, je pense que c'est une leçon à tirer pour les jeunes aujourd'hui. Tu dois te développer. Évidemment, le plus important, ça reste ton niveau. Si t'as pas le niveau, ben, si tu brûles les étapes, tu vas être exposé. Mais si tu prends, comme tu dis, ouais, ouais, et tu vois, il a backup son personnage qu'il donne en public. Et aujourd'hui, c'est important. Si tu arrives à avoir le niveau sportif, mais en plus de ça, et j'aime bien le mot que tu utilises, prendre des risques, les risques doivent payer. Tu vois, en te mettant en avant, en disant que tu es le meilleur, en faisant certaines déclarations, tu te mets à risque. Cédric Doumbé est également un très bon exemple. C'est quelqu'un qui se met à risque en public de par sa communication. Ben, ça doit être récompensé d'une manière ou une autre, et c'est récompensé par des grosses opportunités sportives. Mais après, c'est là où ton travail à l'entraînement va payer. Ton travail sur les tatamis, la sueur, le sang que tu as mis sur les tatamis va pouvoir briller peut-être plus rapidement. Et moi, je pense que voilà, Jake Paul est aussi un exemple de la réalité face à laquelle on fait face aujourd'hui. Il faut lier les deux. Maintenant, pour Et parler du point de vue un peu plus... Enfin, sauf si tu as juste, quelque chose juste, à ajouter, vas-y. ouais, juste un dernier point, je voulais dire que euh, souvent on met un petit peu en avant les combattants qui sont très sportifs, qui sont assez discrets. Je comprends qu'il y en a qui aiment ça, mais c'est aussi beaucoup plus facile quoi, de rester, s'entraîner, faire le combat quand il faut, et après venir se plaindre qu'on gagne pas assez, ou ce genre de choses. Moi, je trouve ça un peu facile. On a des Mhm. combattants qui doivent faire la même chose, s'entraîner tout autant, puis en plus de ça, faire du contenu, puis en plus de ça, réagir, faire des choses, etc. Et donc, ça représente une masse de travail qui est énorme, un stress qui est énorme, des gens qui t'attendent au tournant si tu chutes ou quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que des fois, les combattants qui sont très discrets, qui se la jouent un peu, ouais, ça paye pas, ceci, machin. Ouais, les gars, mais faut comprendre que c'est un énorme taf hein, de construire une image. Ce qu'a fait McGregor, c'est pas, il a pas fait ça parce que il a bossé comme un malade, hein. C'est des heures. Ah ouais. Ah ouais, non, et puis c'est une prise de risque. Enfin voilà, et puis, Et puis c'est c'est- conséquent. c'est anxieux, c'est anxiogène au Ouais, possible aussi, parce que ouais. moi je vais prendre un simple exemple, c'est quand tu t'exposes comme ça, tu as blindé de haters. Ah oui, oui, Parce oui. que déjà, même sans t'exposer, en essayant d'être, enfin, je vais prendre mon exemple parce que c'est le plus facile, le plus non conflictuel possible et tout ce qui s'ensuit, être la Suisse des réseaux sociaux. J'ai des mecs qui viennent m'insulter gratos et enfin, je suis quelqu'un de très susceptible, donc ça me touche et ça peut me pourrir une journée entière. Mais alors, quand tu es au niveau de McGregor, Shimaev et tout, ou même Cyril Gane pour l'instant, ou Fernand Lopez, où tous les jours tu te connectes, et même sur des posts, à la rien à voir, Ah sur un oui, post où tu dis bon anniversaire Cyril Gane, et t'as en que dessous. des insultes Ah ouais, dans les commentaires, mais émotionnellement, c'est tellement compliqué. Donc ouais. clairement, tu soulignes quelque chose de très bien, Ah ouais. c'est du travail, c'est une responsabilité et tu as une gestion émotionnelle derrière qui est Ah non. beaucoup plus complexe quand tu t'exposes que quand tu fais le gars discret et que tu te concentres uniquement sur le Ah ouais. sportif. Et j'apprécie énormément que toi, en tant que combattant, tu aies cette reconnaissance et cette réalité de dire que ça mérite sa Oui, récompense. oui, parce que moi je pense pas avoir été un très très bon sur le réseau, enfin quoi que ce soit, et pas avoir fait l'effort, mais je pense aussi que c'est un confort, quoi. Et donc c'est pour Mhm. moi difficile aujourd'hui d'aller dire ouais, lui gagne, il mérite pas, blabli, moi je me suis entraîné parce que j'ai pas fait autant d'efforts, j'ai pas pris autant de risques que certains qui gagnent de l'argent, tu vois, qui sont beaucoup plus connus, clairement. Mhm. Ouais. Ah ouais. Ok. Et donc, et sur le point de vue sportif maintenant, entre Ned Diaz et Jake Paul, comment est-ce que tu situes le combat? Qui est favori? Comment est-ce que tu vois un peu le déroulement? Même si c'est pas la raison pour laquelle tu vas regarder le combat, c'est pas spécialement sur l'aspect J'ai- sportif. Au final, c'est quand même ça qui sera mis en avant sur c'est quoi? C'est 8 rounds de 3 minutes, donc c'est ce que j'allais te sur les dire. 24 minutes 8 rounds, hein. potentielles de combat. Ouais. Et euh, je t'avoue que je me suis pas du tout posé la question. 6 Mhm. rounds, 6 rounds, j'aurais donné peut-être l'avantage à Ned Diaz parce que il faut rester honnête. Hein, passer 5 rounds, c'est compliqué hein, en boxe anglaise hein, pour un combattant de MMA. C'est vraiment Mhm. compliqué. 5 fois 3 face à quelqu'un qui fait que de la boxe anglaise, c'est vraiment compliqué. Euh,
Ouais, je pense que Jake Paul peut. Enfin, il fait que ça depuis quand même pas mal d'années. Ouais, Donc, il faut respecter aussi. Le MMA, enfin, c'est différent. c'est 5-6 disciplines à pratiquer, sachant que, en règle générale, tu fais 60-70% plus de lutte et de grappling. Ça fait plus grand chose tu fais du striking, donc il te faut tes jambes. Ça fait plus grand chose en boxe anglaise. Donc, face à quelqu'un qui Mhm. fait ça 5 fois semaine, Ouais. je sais pas. Ouais, t'as quand même plein d'aspects à ça. Déjà, c'est effectivement, bah, Jake Paul, il fait que ça. Il est Mais, habitué à ça. Il a de mais, l'expérience là-dedans. Il sort d'un combat avec un vrai boxeur. mais, Euh, Ned Diaz, il a une bonne anglaise MMA, mais c'est très important de préciser une bonne anglaise MMA. Il n'a oh, pas une bonne anglaise. Enfin, on peut pas dire qu'il a une bonne anglaise de boxe anglaise. Potentiellement elle est correcte, mais elle fait pas partie du top WBC. Euh, c'est des gros gants, c'est un ring, c'est pas une cage. Il est vieillissant. Ce sera probablement la première fois qu'il va combattre si lourd, parce que si je dis pas de bêtises, Jake Paul, il combat généralement au-dessus de 80 kilos. À mon avis, il sera négocié au-dessus de 80 kilos. Ned Diaz, il a fini sa carrière en 77, mais je trouve qu'on le voyait un peu lourd, qu'on le voyait un peu plus lent que quand il travaillait en moins de 70. Euh, Ses dernières performances, bah, tu sens quand même que son âge le rattrape, que ses guerres le rattrapent. Tu sens aussi que depuis qu'il a combattu contre McGregor, il est encore plus en mode je m'en foutiste. Donc j'ai l'impression que là, pardon, c'est un combat qui est surtout accepté pour le cachet. Évidemment, il a son esprit compétiteur. Ned Diaz, c'est pas quelqu'un qui va rentrer comme ça à l'improviste, c'est quelqu'un qui travaille toujours son cardio. Il est fan de triathlon et tout ce qui s'ensuit, donc je pense que voilà, ça sera pas ridicule, mais je oh, vois Jake Paul aussi comme favori dans ce combat. ouais, je pense qu'à un moment, c'est difficile de parier contre un gars dont c'est sa discipline, quoi, à 100%. Ouais, Et ouais, c'est clair. Et parce après, que ouais, je pense que les cotes de Paris sont euh, pas si, enfin, elles sont pas si élevées, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont à nouveau se dire, ouais, Jack Paul, c'est un YouTuber, tu vois. Ça, c'est faux possible, hein. ouais, Même s'il a cette étiquette prouvé, devrait commencer à sortir, quoi. ouais, il va falloir. Mm. Ouais. Mais ouais, ici, ouais, c'est un peu triste parce que tu dis il avait la clause de revanche contre Tommy Fury. Tu te demandes pourquoi il l'a pas prise. Je pense que c'est parce que le pay-per-view ne vendrait pas sur une revanche immédiate. Le combat un ne m'a pas donné envie de voir un combat 2. Donc ici, il repart vers un ancien du MMA. J'ai l'impression que Jake Paul, les pay-per-view sont pas aussi gros que ce à quoi on peut s'attendre parce que j'ai aussi vu quelqu'un qui avait commenté le fait que il avait fait un combat sur Thriller, il a fait un combat sur ESPN, il a fait un combat sur Showtime. Ce combat-là, c'est sur DAZN. Le fait que ça bouge chaque fois de un broadcast à l'autre, c'est potentiellement parce que le broadcaster n'est pas ultra content des chiffres derrière. Ici, qu'on est Dia, ça devrait quand même vendre pas mal. Et alors moi, ma question, c'était aussi quand il a annoncé sa collaboration avec le PFL, il avait parlé de prendre quelqu'un du MMA, de faire d'abord anglaise et puis MMA. Ici, personne n'en a parlé. Je me demande si le but n'est pas de faire ce combat en boxe anglaise qu'on est Diaz et puis aller faire ses débuts en Ouais, c'est MMA vrai. contre lui au PFL. Ouais, c'est vrai. Je pense Et là, que ça pourrait être intéressant. tout à fait. Je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Et c'est fort possible hein, qu'il y ait ça derrière. Mm. Ouais, bah, j'espère parce que s'il y a bien un combat qui pourrait être intéressant pour Jake Paul en MMA après avoir combattu cette même personne en anglaise, c'est un Ned Diaz vieillissant. L'autre possibilité aurait été Masvidal qui vient de prendre sa retraite. Je pense que ça aurait bien vendu aussi de l'avoir en anglaise et puis en MMA, mais Ouais, bah, ça peut être pas mal. c'est beaucoup plus compétitif Masvidal, hein. Ouais. Mais je pense que ouais, au-delà de son âge, c'est surtout que il peut être dangereux sur son dos, mais il n'a pas forcément une lutte offensive incroyable. Et Jake Paul, qui a un passif de lutteur, ne se fera pas mettre Mhm. au sol. Déjà, Ouais, je pense. déjà que Paulo Costa a galéré à le mettre au sol, alors je pense que ça va pas me dire Ouais. ce qu'il veut le mettre au sol, quoi.
Malgré le Secret Juice. Ouais, mais je pense effectivement que si Jake Paul se sent. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas encore annoncé. Il Mais, attend le combat en anglaise et ouais, s'il gagne le combat en anglaise, il va probablement proposer de faire la revanche ouais, en MMA directement au micro. Ça fera office de promotion Ouais, et un bon coup de pub pour la nouvelle série du PFL. tout à fait. Ok, donc si on a fait le tour de ce sujet, je pense qu'on l'a bien abordé, là mais, 20 minutes, c'est plutôt pas mal. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder, et en fait le troisième est en lien avec celui-là parce qu'il y a une personne en commun dessus, on a déjà bien parlé de Israël Adesanya contre Pereira sur le plan sportif. C'est après l'enregistrement de notre podcast de dimanche que moi je suis tombé sur la célébration la deuxième célébration de Israël Adesanya. Donc juste pour contextualiser, on va d'abord émettre les faits et puis on bon, va donner nos opinions. Donc factuellement, la deuxième fois que Israël Adesanya et Pereira se sont rencontrés, Pereira a mis un gros KO à Israël Adesanya et le fils de Pereira, qui avait 5 ou 6 ans à ce moment-là, s'est moqué de Israël Adesanya en tombant KO juste à côté, je pense que c'est juste à Ouais, côté, un c'est peu ça, hein. derrière, un peu devant, je sais pas, de Israël Adesanya. Tout le monde a oublié cette histoire, je pense. Moi, je savais même pas qu'il y avait eu ça. Euh, Alex Pereira a utilisé ces images avant le dernier combat en guise de promotion. Donc, il a lui-même exposé son fils sur mais les réseaux ouais, sociaux avec cette partie-là. mais, Troisième fait, après la victoire de Israël Adesanya, il fait ça très. Moi, j'ai trouvé ça chouette, la célébration avec les trois flèches. J'ai Ouais. trouvé ça original, très, très à son image manga, etc., etc. Et ensuite, la deuxième chose à laquelle il pense, c'est chercher le fils d'Alex Pereira, qui maintenant avait 11 ou 12 ans, dans le Bah, public, le pointer du doigt et faire le mort ou enfin, faire le mec qui est KO. Et en plus, factuellement, après ça, lors des interviews, quand les émotions sont encore retombées, il a continué à dire que voilà, c'était justifié. Donc moi, par rapport à ça, je voulais avoir ton avis et puis j'exprimerai aussi le mien. je sais pas, moi je t'avoue que j'ai été plus choqué par la célébration sur Pablo Costa, qui m'a un peu mal, tu vois, genre, j'étais un peu mal à l'aise. Euh, Hors contexte, la célébration vis-à-vis du fils, j'ai trouvé ça vraiment malaisant aussi, parce que je pensais Mhm. pas du tout. Enfin, j'avais complètement oublié cette histoire de quand il avait 5 ans. Maintenant, après, avec le recul, en ayant un petit peu tous les éléments, je t'avoue que je suis pas un grand fan de la personnalité d'Israël Adesanya. Je le trouve vraiment assez bizarre en dehors des combats, etc. Je suis très très fan du combattant, de ce qu'il propose, même de son discours de fin de combat, c'était super et tout. Tu vois, c'est très inspirant. Après, c'est vrai que je pense que voilà, c'est pas non plus le plus humain des humains, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ça le truc, c'est qu'au final, aujourd'hui, le MMA devient mainstream, donc les, les attitudes peuvent avoir un impact et une certaine influence. Donc moi, clairement, moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que bah, pour moi, les deux sont fautifs. Pas le fils, hein, les deux, Alex Pereira et Israël Adesanya, parce que je vais pas donner des conseils de comment être parent auprès d'Alex Pereira. Chacun a son gosse, chacun a sa façon d'éduquer ses gosses. Honnêtement, je trouve que. Je vais d'abord faire le lien avec toi. Je me souviens de quand tu avais battu Josh Reed par KO. Bah, on était tous dans une certaine euphorie, évidemment, après cette victoire. En plus de ça, Donovan avait gagné par KO aussi 2 combats avant toi. Et je me rappelle que au check médical après le combat, Tarek et moi, on était encore forts dans la célébration. Mais toi, tu savais que Josh Reed était dans la salle juste à côté. Et tu nous as demandé de calmer nos expressions émotionnelles parce que Josh Reed était juste à côté et tu avais de l'empathie pour lui. Tu sais ce que c'est d'être du mauvais côté pas la décision, mais du combat, Ouais, bien sûr. de perdre par KO. Tu sais que c'est difficile. Et donc, tu nous as demandé de respecter bah, Josh Reed dans l'acceptation de sa défaite, qui était vachement difficile parce que c'était un gros KO. Et donc, ici, je trouve que c'est un peu, tu vois, à la place d'Alex Pereira.
je trouve que ça aurait été judicieux de sa part, en privé, d'expliquer à son fils. Alors, il avait 5 ans, hein, c'est ce qu'un gamin de 5 ans fait. Le gamin de 5 ans, il voit son père mettre un KO, il est à fond dans l'émotion, c'est son papa, il célèbre son papa à sa manière. Tu peux pas en vouloir à ce gamin de 5 ans d'avoir fait ça. Alex Pereira, c'est peut-être pas mal de pouvoir expliquer ça à son fils. Bah voilà, un KO, c'est quand même difficile, c'est dangereux, ça peut avoir des séquelles long terme. C'est pas le genre de manière de célébrer un combat. Peu importe, ce que tu fais en privé, c'est ton taf. Réutiliser ça sur les réseaux en exposant ton fils, comme tu l'as dit tout à l'heure, en disant, voilà, quand tu dis je suis le meilleur, gna, 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 tu t'exposes à certains risques. Voilà, clairement, tu utilises ton fils de manière promotionnelle, c'était pas très propre. Et puis voilà, Israël Adesanya, 33 ans, aller chambrer un gamin et se rabaisser au niveau mental de ce gamin, je trouve pas ça super. Moi, je trouve que ça fait un peu parce que les gens après sur Twitter ils disent ouais mais c'est le gamin qui a commencé. Ouais mais on est où là? On est en maternelle. C'est Ouais, lui qui c'est a ça. commencé, monsieur. C'est une réflexion un peu gamine, je trouve. T'as l'occasion de sortir par la grande porte. La meilleure des réponses, c'était de gagner par KO ce que tu as fait. Et il y a aussi pas mal de gens qui disent ouais mais bon c'est Alex Pereira n'aurait jamais dû repartager ça, il aurait dû dire à son fils que. Ouais, mais du coup, le responsable, c'est Alex Pereira, c'est pas son fils. Donc c'est sur Alex Pereira que tu dois te venger. Donc voilà, moi je suis pas fan de ce côté. C'est une bonne leçon pour le fils. Non, il l'a mérité parce que c'est un peu donné. Ah, bah il faut se venger dans la vie. La meilleure réponse, c'est se venger. Et je trouve que là, il avait vraiment l'opportunité de sortir par la grande porte. Donc voilà, est-ce que c'est choquant? Est-ce qu'il faut le pénaliser? Absolument pas. C'est pas un truc qu'il faut pénaliser. Même moi, personnellement, j'ai trouvé ça maladroit ou j'aurais préféré qu'il fasse pas cette séquence. Il est passé vraiment de la meilleure célébration possible Ouais, ouais. à une des plus mauvaises célébrations possibles. Et j'aurais vraiment préféré qu'il s'en tienne à ça. Et qu'à la limite, en interview d'après-combat, en post-fight presse ou quoi, il fasse une petite réflexion un peu plus adulte et mature vis-à-vis de ce que Alex Pereira. Lionel, Et encore une fois, en mettant Alex Pereira en Ce jugement plutôt que son fils, quoi. le- Donc, voilà. Ouais, ouais, je pense, mais je pense que voilà, personnalité, enfin, quelques aspects de sa personnalité est revenu un petit peu au grand galop. Certains Ouais. ont trouvé son discours juste après le combat un peu, enfin, bien préparé, tu vois. Genre, humain de la terre entière, tu vois, un petit peu à la Dragon Ball, là, on écoute mon message, j'espère. Enfin, tu vois, vraiment un truc un peu grandiloquent. Moi, je trouvais ça chouette, j'aime bien hein, ce genre de truc un peu cinématographié. Mais je pense que voilà, sa personnalité, elle est revenue très très rapidement au galop. Il n'a pas pu s'empêcher de, comme tu dis, d'avoir un truc complètement immature, complètement ouais, déplacé en soi et qui ne fait pas sortir par la grande porte. Mais bon, je pense que ouais, ça fait partie de sa personnalité. Je pense pas que ce soit un très très bon. Humainement parlant, il y a des choses des fois où je bloque avec lui et je pense pas être le seul, tu vois. Je sais à quoi tu Donc, penses. Je vais juste euh, dire un mot. Et les gens qui savent, savent, hein. Chien. ouais, entre autres, ouais, tu vois. Mais voilà, après, dans toutes les personnalités qui sont un peu exceptionnelles comme ça, comme un McGregor, tu vois, je vois comme un des plus grands combattants et tout, ils ont toujours un aspect Critiquable. critiquable, où tu te dis qu'ils sont vraiment sur la corde raide entre euh, ouais, l'exceptionnel et la folie, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ils sont pas normaux, quoi. Et dans leur performance, et un petit peu à côté aussi. Et c'est peut-être Ouais, ce qui ouais, je crois explique que. aussi où ils en sont à la fin. Donc bon, moi, en tant que fan de sport, j'excuse entre guillemets. J'excuse, je me dis, bon, voilà, s'il était pas comme ça, il ne proposerait pas ça, tu vois. Ah, Ouais. c'est vrai que sous cet aspect-là, Ouais. c'est une bonne façon de voir les choses aussi. C'est que ouais, s'il n'avait pas ce brin de folie qui l'amène à faire peut-être des réactions enfin, desquelles on n'est pas fan en dehors des combats, ben, il aurait peut-être pas cette qualité de combat dans la cage. Euh, ouais, je te rejoins là-dessus. Après, voilà, moi, Et puis après, je voulais quand même non, adresser t'as ce raison. sujet parce que, voilà, moi, je trouvais ça relativement triste. C'est pas archi grave non plus, compte tenu de tout ce qui s'est passé et de ce que Alex Pereira a fait pour nourrir un peu
Bah, cette chose et inclure lui-même son propre fils, voilà, je Mais trouvais qu'il avait une opportunité de sortir par la grande porte et j'ai trouvé ça dommage qu'il ne l'apprenne pas. ouais, je pense qu'on aimerait tous avoir que des Georges Saint-Pierre, tu vois. Mais un monde de combattants comme des Georges Saint-Pierre, je pense qu'on se ferait chier aussi à un moment donné. Ouais, on se ferait chier. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. On a Donc, besoin de ce genre de truc ouais. et c'est la réalité, c'est que avec ce genre de personnalité, tu auras du très bon Yeah. et puis tu auras du mauvais comme du très mauvais. Avec Conor McGregor, on a tous été, enfin toi comme moi, je vais pas dire tous, mais on a tous été très très fans de lui. Puis à un moment, il a commencé à dériver, et puis il y a des gens qui ont continué à être super fans, puis il y a des gens qui ont commencé à mesurer leur positionnement par rapport à lui et à certaines choses qu'il fait en dehors de la cage. Mais au final, comme tu dis, voilà, si tu prends le bon, tu dois prendre le mauvais aussi. Mais je pense que c'est aussi important de temps en temps pouvoir dire, ok, bah là c'est peut-être un peu trop, et c'était peut-être pas le mieux à faire. Enfin bon, on va finir du coup le sujet sur quelque chose peut-être de plus positif. Alex Pereira a annoncé sur sa chaîne qu'il montait en light heavyweight, ce que moi je trouve très bien, parce que clairement les cuts qu'il faisait, ça devait être drastique pour sa santé. Et en plus de ça, dans le top middleweight, je le voyais pas favori contre beaucoup de gens du top 5. Alors qu'en light heavyweight, il fera pas partie des plus petits en termes de gabarit. Et on a regardé juste avant le podcast le top 10 à quoi ça ressemblait. Et il y a pas mal de combats très très fun. Alors Ah moi, la oui. première question que j'avais pour toi, c'est Alex Pereira est en cas particulier. Il est arrivé à l'UFC, il a clairement été propulsé vers le titre parce que l'UFC voulait pousser ce combat contre Israel Adesanya parce qu'il y avait l'histoire. On fait le lien avec Jake Paul du début. Donc il y avait vraiment une histoire à construire pour l'UFC. Donc ils l'ont fait vraiment prendre un chemin où voilà, ses deux premiers combats c'était en dehors du top 15. Son seul combat dans le top 15 c'était Sean Strickland qui était probablement le profil le plus à sa portée pour briller. Et puis il a eu son title shot. Il a cherché à défendre, il a échoué. Maintenant qu'il a perdu, si on ne lui donne pas la trilogie MMA contre Israel Adesanya, il n'a pas le choix que de se taper un Khamzat, un Paulo Costa, un Whittaker, un Vettori, des profils qui sont vachement compliqués par rapport à lui. Alors que s'il monte en dehors de Ankalaev, on a des profils qui peuvent potentiellement être vachement à sa portée. On a Blakovic, on a Rakic, on a Anthony Smith, on a Krylov, on a Walker, on a Ozdemir. Et je vais m'arrêter là parce que même s'il a été propulsé vers le titre, il a quand même eu le titre. Donc j'ai pas l'impression qu'en montant de division, il va sortir du top 10 light heavyweight. Je pense qu'il va rester, il va avoir un combat quelque part dans le top 8. Euh, et donc voilà, qu'est-ce que toi tu en ferais? Est-ce que tu le mettrais vraiment sur le bas du top 8 ou est-ce que tu le ferais rentrer contre Jiri Prochaska directement sur un title contention? Je pense que ouais, moi je le ferais monter assez rapidement, hein. Ancien Mhm. champion, la plupart du temps, les champions, les anciens champions arrivent très rapidement. Ça va dépendre un petit peu aussi de ses intentions. Donc, si on se rappelle José Aldo quand il est descendu, il est directement dû faire ses preuves dans le top 5, je pense, non? Il a pris Ouais, C'était Peter Evans le premier combat? Quand il est descendu de ouais, son Peter tour? Yan, Enfin, il me voilà. semble, hein, il me semble. Ouais, parce qu'il a eu trois défaites d'affilée, deux contre Max Holloway et puis une contre Peter Yan, il me semble. Ouais, Attends, je je vais crois que vite c'est aller je crois que vérifier. c'est un truc comme ça, hein. Ah non, 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 ah non, non, non. Attends. En 61, quand il est descendu, hein. Non, ouais, ouais, c'est ça. Ah non, il a perdu contre Moraes. Morales? Moraes. Ouais, En fait, il a eu donc ces deux défaites contre Max Holloway. Puis il a fait une belle remontée en battant Jeremy Stephens et Moicano. ouais. Puis il a eu Alex Volkanovski et c'est là qu'il a décidé de descendre. Quand il est descendu, il a Battu? perdu à la décision partagée contre Marlon Moraes et après il a eu Bon, Petr Yan. Donc il n'a pas eu de cadeau en descendant. ouais. Et juste pour nuancer, parce que c'est très important, Moraes à ce moment-là venait de perdre pour la ceinture vacante Bon, contre tu sais. Cerudo. Bon. Donc il était vraiment considéré comme dans le haut du classement. Parce que quand on dit Et, Marlon Moraes aujourd'hui, les gens disent bah ouais, il a essuyé le mec. Mais à ce moment-là, Moraes ouais, ouais. voilà, c'était le mec qui était passé à ça d'avoir le titre parce que son combat contre Cerudo, c'est Cerudo qui fait une adaptation de génie pour aller chercher la ceinture parce Moraes était très 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 bien dans ce premier round. Donc c'est pour ça que je pense que stratégiquement, il va directement être lancé dans le top 3. L'UFC ne va pas prendre de risque à le faire combattre à l'entrée du top 10.
sur Pearl, ouais, ce genre de choses. Je pense qu'ils vont utiliser la hype. Et donc, ouais, un GSK serait vraiment cool. Un combat, pourquoi pas pour la ceinture, mais ce qui pourrait être. Ouais, on ne sait pas trop ce qui se passe hein, pour la Ouais, ceinture. Jamal, il vient d'être champion. Tu pourrais pousser Jamal contre Pereira. Honnêtement, sur papier, c'est attractif comme combat. Parce que Yiri, on ne sait pas encore trop quand il revient. Euh, Ankalaev et Blakovic, c'est deux profils que j'éviterais pour Pereira si l'UFC veut le pousser vers le top. Et alors l'autre profil qui ferait éventuellement sens, c'est Rakic. Contre Rakic, je pense que ça peut être aussi un très 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 chouette combat. ouais, tout à fait. Ça vendrait peut-être un peu moins contre Rakic. Ça vendrait moins, Un peu. certes, et You- ouais, cette division au light heavyweight a besoin d'être vendue parce que là, elle commence à nous Ouais, endormir. ouais, tout à fait. Donc ça pourrait être contre Jamal. On pourrait peut-être aussi voir Israël Adesanya monter pour retenter sa chance au titre contre Jamal, qui serait pour moi un Mhm. combat peut-être plus accessible parce que Jamal c'est un striker aussi. Et quoi Ouais. il a pas bien lutté sur son dernier combat. Mais je le. C'est quelqu'un qui devient très complet, hein, Jamal, mais je pense pas qu'on puisse encore mettre sa lutte au niveau de celle de Blakovic, pour prendre un exemple, Ouais, même si Blakovic c'est pas un excellent lutteur offensif, il a un très bon grappling. Je sais pas, Jamal évolue tellement vite qu'il pourrait vraiment nous surprendre. Mais ce que j'aime bien dans cette dynamique entre Jamal et Israël, si ça se fait, c'est le côté cérébral des deux combattants. donc ça serait bien. Mais par contre, je verrais Israël Adesanya faire juste à nouveau un one shot quoi. Monter, Ouais. affronter Jamal pour enfin avoir ces deux ceintures. Mais par contre, redescendre après parce que. S'il veut continuer à briller dans sa carrière, c'est en middleweight, hein, Ouais. Israël. Ouais. Ouais, le temps que ça se développe un petit peu aussi en middleweight, parce que ça bouge, il faut que ça bouge encore, tu vois. Ouais, parce que là, voilà, sorry, je suis un grand fan de Whittaker et je trouve que le dernier combat entre Whittaker et Adesanya a été extrêmement serré. Je pense pas que Whittaker contre Adesanya 3 ou Vettori Non, contre Adesanya 3 va nous intéresser. non, Même Paulo Costa contre Adesanya 2. non. Moi, j'aime beaucoup Paulo Costa et son attitude en ligne, mais ça va pas m'intéresser. Le seul qui pourrait intéresser pour avoir du renouveau, c'est Khamzat en cas de victoire contre Gary. Costa. Mais là, a priori, le combat est en octobre, c'est dans 6 mois. Et donc là, Israël Adesanya fait face soit à une pause, soit justement à aller chercher. En fait, c'est ça qu'il devrait faire, je pense, Adesanya. S'il y a bien un moment où Ouais, il a une chance d'obtenir ce qu'il a cherché par le passé, ouais. cette deuxième ceinture, c'est maintenant face à Jamal Hill. Bon, Donc, je pense que il devrait bosser là-dessus. moi je Et pense il a le aussi, temps. ouais, je pense qu'il a le temps. Il y a aussi la possibilité de Blakovic, là, qui descendrait à 82. Beaucoup pensent que ça va être compliqué pour lui. 4. À 84, oui. C'est 4. Ouais. Ouais. Mais au tout début, je me suis dit, ouais, ça pourrait être vraiment cool, comme ça, tu as l'aspect vengeance, il enlève cette défaite dans la même KT. Mhm. Mais je pense que c'est bon, quoi. J'aimerais, je pense que ça sera mieux avec la ceinture. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Je pense que Ouais, c'est une bonne façon de faire un peu de l'ordre parce que ça Black- permet au light heavyweight de reconstruire des nouveaux contenders et en même temps au middleweight d'un peu s'éclaircir par rapport à la suite. Et donc je pense que c'est typiquement le genre de moment où c'est opportun de faire un champ-champ parce que de temps en temps l'UFC a fait des champ-champ à des moments où les deux divisions avaient des Black- contenders et donc tu étais un peu là genre pff, ça va bloquer, ça va créer un goulot dans le haut de la division. Ici les deux divisions justement ont besoin de faire monter des gars et donc c'est un très bon moment pour organiser ça, d'autant plus que Jamal Hill a besoin de visibilité. Ouais. Cette division, enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui a une grosse fanbase, c'est pas quelqu'un qui vend. Je crois pas que l'UFC va vouloir le mettre en main event d'un pay-per-view important. Donc contre Israël Adesanya, voilà, même si les deux noms ne vendent pas des masses, Champ Champ c'est toujours quelque chose Ouais, qui est attractif pour le public plus large. ouais, bah là, en parlant de Jamal Hill, si vous ne le suivez pas sur Instagram, il est assez drôle. Il faut le suivre, je trouve. Enfin, voilà, c'est un humour américain, on va dire. C'est un, Mais c'est un truc de fou à quel point l'humour ne fonctionne pas aux non! États-Unis. Tu vois, parce que moi ça m'intéresse, j'aime bien les mecs marrants. Jamais. Ah, Sweet Dreams, Gilles. jamais. Il est vraiment drôle. Pour moi, c'est un. Sans prétention, c'est ça le pire, c'est qu'il est entre guillemets sans prétention, hein. Il fait des trucs débiles qui le font marrer, je pense.
partage ça. Moi, ça me fait marrer, je trouve ça cool. Voilà. Bon, en tout cas, si vous voulez découvrir un peu sa personnalité en dehors de la cage, c'est un bon moyen sur Instagram. Pour en revenir, Ok, bah, pour en revenir je vais aller à, jeter un œil. pour en revenir à Pereira, là, je te parlais sur ce qui pouvait intéresser, mais là, quand on regardait le top 10, sportivement parlant, euh, moi, je suis intéressé par quasi tous les combats possibles dans le top 10, tu vois, même contre un Johnny Walker, contre No Time, Ozdemir. Ozdemir. Ils m'intéressent tous, que j'ai envie de le voir se tester un petit peu plus, tu vois. J'ai eu l'impression que ça allait trop Ouais. vite avec Adesanya. Et je pense qu'il y a des chouettes combats à faire s'il prévoit de rester, tu vois. S'il prévoit de rester. Ouais. Yes. Même Krylov. Enfin, ouais, Et, en fait, cette division light heavyweight, elle perd un peu de lumière, surtout depuis que John Jones est parti. et, Mais il y a pas mal de chouettes combats à faire dans le top. C'est juste que tu sens que la qualité technique du top 10 est incomparable à la qualité technique du top 10 des lightweight ou des bantamweight. Au final, j'apprécie ça parce qu'en fait, Euh, j'ai l'impression qu'en MMA, maintenant, le côté technique, stratégique attire de plus en plus de fans, alors qu'à l'époque, on était, enfin, tu le sens d'ailleurs, hein, l'UFC fait quasi que des combats poids lourds ou light heavyweight en main event, alors que de temps en temps, tu as des super combats bantamweight qui sont en sous-carte et tu comprends pas trop pourquoi. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, en tout cas en Europe, les personnes avec lesquelles moi j'échange, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus cet attrait sur les combats plus techniques, genre. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui sont excités par la nouvelle annonce entre Moreno et Pantora. J'adore voir que les gens sont contents qu'il y ait ce combat parce que clairement, c'est absolument magnifique. Du coup, à l'annonce du combat, je suis retourné voir Pantora contre Royval, mais c'est une pépite non, en scramble ce combat. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Chaque petit détail, c'est spectaculaire. Donc ouais, c'est chouette de se rendre compte que le MMA et les fans de MMA évoluent dans cette direction-là. ouais, alors ce qu'il faut maintenant, c'est que ces fans techniques, entre guillemets, soient aussi assidus à financer le MMA, donc à payer, tu vois ce que je veux dire? Et, Mhm. Ouais, parce que la réalité, c'est que les fans de spectacle, c'est eux qui vont payer le pay-per-view, qui vont s'installer, qui vont faire venir leurs potes, on se fait une pizza, on se boit une bière, on regarde deux lourds se taper dessus en attendant le chaos, tu vois. C'est eux qui payent, hein. mhm. Et c'est ça Bien sûr. la réalité du MMA. Pourquoi les poids lourds c'est la catégorie reine, c'est notamment ce côté spectaculaire. Mhm. Ouais, 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 et comme tu dis, c'est les fans de spectacle qui sont ils sont plus prêts à payer. Et bah, Et paradoxalement, quand tu vois, il y a même des combattants de MMA eux-mêmes qui cherchent à, à streamer les pay-per-view ouais, et tout ce qui s'ensuit, alors que ça, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est pas faire tourner l'économie du mais- sport. Et bon, alors c'est une pensée très long terme, mais normalement, voilà, tu dois toi-même contribuer à mais- l'évolution de là où toi-même tu évolues. C'est en donnant, donnant, quoi. mais- Eh ben, on a tout abordé. Brian, merci ouais, pour ton temps, comme d'habitude. On s'entend dimanche pour faire un récap de la superbe carte qui nous attend et qu'on a déjà bien débriefé. ouais. J'ai trop hâte, j'ai absolument trop hâte. Donc, Ouais, ouais. à À dimanche. dimanche, super, merci de m'avoir contacté, invité pour discuter de ça. C'était chouette de pouvoir aborder ces sujets autres que un combat, tu vois, un petit peu sur le monde du MMA. Vivement le Ouais. dimanche, vivement dimanche. Ouais. Allez, Merci à tous, les gars. ciao tout Bonne le monde. journée.